Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de Buzz Télé. J'espère que vous avez bien profité du pont car nous repartons à fond dans une semaine extrêmement chargée. Et ça commence avec notre invité du jour, celui grâce auquel nous pouvons comprendre les événements cruciaux qui ont marqué notre histoire, réquisitionnés par le service public pour commémorer les faits historiques majeurs. Il présente aussi les JT, les magazines, des débats, des enquêtes sur le terrain, dans les bureaux, sur les plateaux. Il est absolument partout, cet homme multicarte sait jongler avec tous les types de formats télé. Il vient nous montrer aujourd'hui que non, Stéphane Bern n'a pas le monopole des grandes histoires sur le service public. Bonjour Julien Bugier, merci de nous rendre visite. Vous êtes là car l'histoire secrète du débarquement, c'est le nom de l'émission du documentaire que vous présenterez qui sera diffusée demain. Demain soir en prime. Voilà, la commémoration c'est bien le 6 jeudi, mais ce sera en prime sur France 2 demain à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement. Après le 14 juillet, le 11 novembre, le 8 mai, est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenu le monsieur commémoration du service public? Vous êtes, ça y est, c'est vous. Il y a quelqu'un qui m'a dit « T'es en train de devenir Guy Lux ou Léon Zitrone ». Ah, c'est vrai. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est un très beau compliment parce que souvenez-vous, Léon Zitrone qui présentait le 14 juillet avec des fiches comme ça, une monocam sur les Champs-Élysées. Voilà. Donc, oui, je suis le monsieur histoire sur les grands événements que sont le 14 juillet, que sont le 8 mai, que sont le 11 novembre. Et effectivement, le débarquement. Alors, il y a 5 ans, j'avais participé à ce débarquement, mais j'en étais pas le présentateur principal. Oui. C'était à l'époque Marie Drucker, mais j'avais participé à des magnétos, voilà, avec de la reconstitution sur les plages de débarquement. Donc c'est une zone que je maîtrise, si je puis dire, et que je connais bien. Cette année, c'est vrai qu'on va mettre le paquet le 6 juin, avec le direct de 8h30 à 18h. Avec tous les chefs d'État, effectivement. On va suivre les événements. Ouais. Et mardi, c'est pour ce documentaire dont on va revenir. C'est pour ça que la séquence est intéressante, c'est que ce mardi, 4 juin, 21h, on a fait un cellule de crise inédit sur l'histoire secrète du débarquement, c'est-à-dire tout ce qui précède le débarquement. Donc oui, je suis un peu le monsieur histoire, mais non, je ne vais pas prendre la place de Stéphane Bern tout de suite. Non, juste une question avant qu'on passe aux news. Vous êtes un vrai passionné de ces faits d'histoire ou alors on vous l'a confié comme ça sans spécialement que vous le demandiez Non, j'étais un passionné. Après, il se trouve qu'on me l'a confié et que ça correspondait aussi à mes attentes et que moi j'étais très demandeur. J'avais très envie de le faire parce que c'est des moments, de communion nationale. Il n'y en a plus beaucoup à la télévision. Vous savez, on dit que la grande télé est en train de mourir. Moi, je crois à ces moments, c'est-à-dire les moments de direct, les vrais moments qui permettent de fédérer les Français et qui d'ailleurs sont toujours très friands parce que les audiences sont à chaque fois des cartons. Donc il y a le 20h qui continue d'être un grand moment de télé. Il y a les directs sportifs évidemment, il y a le 14 juillet, il y a les événements dramatiques, c'est moins heureux, mais il y a aussi ces grands moments d'histoire. Donc je suis très content de les incarner et de les présenter. C'est vrai que je suis un grand passionné d'histoire depuis toujours. Et alors, vous savez, la frustration quand on plonge dans l'histoire, c'est que plus on apprend, plus on se rend compte qu'en fait, on a plein de lacunes. On a plein de lacunes, absolument. C'est assez frustrant. Ces lacunes, vous allez les combler, croyez-moi, avec le documentaire de demain soir. On va en reparler dans quelques instants. On est en direct sur Figaro Live, sur tvmag.com, ainsi que sur la page Facebook de TV Magazine avec Julien Bugier, notre invité. Vous pouvez lui poser toutes vos questions. Est-ce que vous attendez ces documentaires avec impatience? Êtes-vous un fan des commémorations 14 juillet, 6 juin, 8 novembre? Est-ce que vous n'en ratez aucune sous aucun prétexte? Que vous l'appréciez au JT? Est-ce que vous aimeriez le voir davantage? Vos questions et vos suggestions. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Vous le faites, absolument, et il répond évidemment à tout après les news médias de Damien Canives. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas, bonjour Julien. Bonjour. On commence ces news médias avec les audiences de samedi soir. Il y a eu beaucoup de surprises samedi soir, notamment à cause d'une certaine finale de Coupe d'Europe. Exactement, et c'est une chaîne d'information en continu qui s'invite dans le trio de tête. C'est assez rare pour le souligner, mais c'est bel et bien la fiction française qui caracole en tête des audiences, et ce, même lorsque France 3 dégaine un téléfilm déjà diffusé par le passé. La preuve avec Roche Noire. Inédit, ils sont toujours premiers. Roche Noire qui était porté par Grégory Dérangère et Flore Bonaventura. 3 millions de téléspectateurs se sont rassemblés devant cet unitaire, ce qui représente 16,8% de part d'audience. C'est environ 400 000 téléspectateurs de plus que TF1 qui poursuivait la diffusion de la 8e saison de The Voice. Et même s'il s'agissait de la demi-finale et que le suspense était à son comble, eh bien le télécrochet enregistre là son plus faible score historique depuis son lancement. Et sur la 3e marche du podium, on en parlait tout à l'heure, eh bien c'est une surprise à laquelle nous pouvions nous attendre. BFM TV enfile la médaille de bronze, effectivement, grâce à la finale de la Ligue des Champions opposant Tottenham
Tottenham à Liverpool qui était retransmise en direct sur la chaîne d'information en continu. 2,5 millions de supporters ont applaudi la victoire de Liverpool, ce qui représente 14,3% de part d'audience. Et c'est un score, il faut le souligner aussi, qui est en nette baisse par rapport à la finale de l'année dernière. Il y a une émission formidable qui a fait un record d'audience, figurez-vous, ça s'appelle Tout compte fait, c'était à 14h, 10,9 de part de marché. Voilà. Une émission de Julien Bugier, on le rappelle. Effectivement, l'année dernière, on avait passé les 4 millions, c'était sur C8 que la finale a été retransmise. Le CSA a mis en garde BFM s'ils diffusaient cette finale, que leur cahier des charges ne les autorisait pas à diffuser ce genre d'événement. BFM est passé outre, on verra s'il y a une sanction, le CSA va juger, mais est-ce que c'est le rôle aussi d'une chaîne d'information de diffuser ce genre de match? On rappelle que les droits appartiennent au groupe Altice, qui contrôle BFM et RMC Story. À votre avis, est-ce que c'est le rôle d'une chaîne d'info, vous qui Moi, en êtes tout cas, dans je suis toujours très admiratif de l'audace d'Alain Veil, qui est le fondateur et le patron du groupe, de BFM TV. Souvenez-vous, au début, quand il a créé BFM TV, il a réussi à avoir le canal qu'il a aujourd'hui sur la TNT en disant que ça allait être une chaîne à dominante économique et financière. En fait, c'est une grande généraliste. Le B, ça veut dire business d'ailleurs, c'est censé être Business FM. Aujourd'hui, il fait du sport, peut-être demain de la fiction, donc bravo à lui. Après, je ne sais pas si c'est le rôle d'une chaîne info, mais en tout cas, lui, il en profite et c'est assez audacieux de sa part. Et c'est vrai que l'audace, Alain Veil, il n'en manque pas. Il y aura encore des surprises, c'est sûr. On continue CNews Média avec des nouvelles du Mercato. Ça concerne France 2 et Charles Consigny. Exactement, l'ex-ténor des grandes gueules sur RMC avait rejoint Laurent Ruquier en septembre dernier pour occuper le fauteuil de chroniqueur à la place de Yann Moix dans On n'est pas couché sur France 2. Après seulement une saison passée aux côtés de Christine Angot, Charles Consigny a décidé de quitter le talk show. C'est ce qu'il a annoncé au cours d'un entretien publié ce matin dans les colonnes du Parisien. Alors il justifie son départ par sa volonté d'exercer à 100% et à temps plein sa profession d'avocat. Il en profite aussi avec cette interview pour tirer un bilan de cette saison. Il indique que cette expérience lui servira pour ses futures plaidoiries, que ça lui permet de gagner de la confiance en lui, de capter l'attention, de ne pas perdre son sang-froid. Et surtout, il revient aussi sur sa collaboration avec Christine Angot, qu'il qualifie de plutôt compliquée, précisant qu'il y a eu parfois des étincelles. Et quant à sa relation avec Laurent Ruquier, eh bien, il a sous-entendre là aussi des moments un petit peu compliqués, des moments un peu tendus, mais il salue quand même un grand professionnel. Dans cette interview, Charles Consigny a également dénoncé un retour en force assez brutal du politiquement correct, expliquant qu'effectivement des fenêtres comme celle dont on n'est pas couché sont rares en télé, de pouvoir dire ce qu'on veut. Et en même temps, il a été là pendant un an. Donc, absolument. Je pense que voilà, le retour du politiquement correct me fait parfois sourire quand on voit tous les polémistes de la professionnels qui aujourd'hui ont micro ouvert dans toutes les chaînes. Mais bon, Consigny a fait le job, mais moi j'ai toujours trouvé qu'il était moins épais et moins légitime que Christine Angot, par exemple, qui est une grande romancière qu'a produit dans sa vie Charles Consigny. Ou d'autres, oui. Il est avocat pour l'instant, effectivement, et c'est ce qu'il veut refaire après l'émission. On termine bonne chance. avec Muriel Robin, qui réendosse un costume pour TF1. Ce sera pas Jacqueline Sauvage cette fois-ci. Non, ce sera pas Jacqueline Sauvage. Ce sera pas non plus la suite. En tout cas, qui avait fait 8,5 millions de téléspectateurs. C'est ça, exactement. Elle avait cartonné d'ailleurs, effectivement. Alors la comédienne, elle a annoncé ce week-end, au cours d'un entretien au journal du dimanche, qu'elle tournait une nouvelle fiction adaptée du roman de Cyril Massarotto, intitulé Le Premier Oublié. Alors elle y jouera une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer, et elle donnera la réplique à Matt Pokora, qui interprétera le rôle donc de son fils. La date de diffusion n'est pas encore connue, mais ce qu'on peut dire, c'est que Muriel Robin, comme vous l'avez rappelé Nicolas, Muriel Robin et TF1, c'est l'histoire d'une histoire d'amour finalement qui dure et qui fonctionne. En octobre dernier, elle avait endossé le rôle de Jacqueline Sauvage dans un téléfilm au succès incommensurable. L'audience avait dépassé la barre des 8,5 millions de téléspectateurs, ce qui représentait, hors football, la meilleure audience, l'une des meilleures audiences de l'année 2018. Effectivement, et Muriel Robin, Matt Pokora, on est quasiment sûr du carton assuré. Vous avez pour habitude, vous, de traiter ce genre de sujet. Là, c'est la maladie d'Alzheimer dans des soirées thématiques avec une fiction et un débat ensuite. Quelle sera la prochaine là, que vous préparez? Vous avez déjà quelques trucs en boîte? Oui, on en a beaucoup pour la saison prochaine et on en a une qui va arriver très vite, qui sera d'ailleurs annoncée aujourd'hui, donc je peux vous le dire. C'est sur ce qui s'est passé le 13 novembre. Avec Sandrine Bonner et Simon Abkarian. Donc c'est un sujet qui est délicat à traiter, où on ne le traite pas du tout du point de vue de la menace et du point de vue des victimes et des gens autour. Comment est-ce qu'on se reconstruit après un tel drame, comment on parvient à oublier ou pas, l'importance
aussi de l'entourage, de la famille, des proches, de l'accompagnement aussi associatif et politique. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Et donc, on est en train de constituer une émission qui sera axée avec cette fiction, avec Sandrine Bonner, et puis en deuxième partie, un plateau avec des témoignages très forts. C'est important de continuer ce genre de thématique-là, Julien, et de l'illustrer par une fiction, parce qu'après tout, quoi de plus presque réaliste qu'une fiction Moi, je crois beaucoup à la vertu de la fiction. Il y a le documentaire aussi, mais la vertu de la fiction permet aussi d'aller sur des chemins qui parfois tordent un peu la vérité, mais au service d'une cause et au service d'un débat. Et faire rentrer l'émotion aussi. Et faire rentrer l'émotion. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais de la société qui parfois s'hystérise sur un certain nombre de débats, où on est tout le temps dans le débat de la petite phrase et de la polémique. Je trouve que ces soirées ont une vertu, enfin elles en ont plusieurs, mais elles ont en tout cas cette vertu aussi, c'est de prendre le temps. C'est de donner la parole à des témoins, à des experts, à des responsables politiques, à ceux qui décident, et aussi à des responsables de la société civile, ceux qui font vraiment au quotidien sur une thématique donnée. Et voilà, donner du temps au temps, je trouve que dans le contexte actuel, parfois un peu crispé, ça fait du bien. Damien, vous avez eu tout le temps qu'il vous fallait. Écoutez, j'ai eu tout le temps aujourd'hui. Demain, des nouvelles du Mercato, c'est promis, mais là, pour l'instant, j'ai fini. Je n'ai plus rien à vous du Mercato, vous avez C'est certain, j'ai des petites infos. Vous avez des infos pour demain. Ce sera évidemment dès demain dans d'autres news télé. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz Télé et toutes vos questions avec Julien Bugier. L'histoire secrète du débarquement, c'est une enquête passionnante qui sera diffusée demain à 21h, Julien, que vous présenterez sur France 2, dans laquelle vous allez revenir évidemment sur cette offensive militaire hors norme, le plus grand débarquement de l'histoire. La bande-annonce. Des documentaires, voilà. On va voir les bandes-annonces et on va voir des images assez incroyables de vous, notamment sur cette plage de et de la reconstitution, regardez ça. Ces reconstitutions qu'on va regarder, on va le détailler. Juste avant qu'on entre dans le détail sur le documentaire, y a-t-il encore des secrets qu'on ne connaît pas sur le débarquement après 75 années. On a toujours l'impression d'avoir vu les derniers secrets, les coulisses du débarquement. Oui, c'est vrai. Et en même temps, vous voyez, vous me demandiez tout à l'heure si j'étais un passionné d'histoire. Je le suis, je vous ai répondu. Et j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses avec le réalisateur. Moi, je suis un passionné du 6 juin. Je vais encore apprendre des choses là, en regardant votre documentaire. Faites-moi confiance, vous allez apprendre des choses. Vous allez réapprendre des choses, vous allez avoir des détails sur des choses que vous pensiez savoir. Donc nous, le choix qu'on a fait éditorial sur ce film inédit... C'est pas de l'image d'archives comme on voit récemment. Il y a deux choses qui sont inédites. Il y a d'abord le choix du récit. C'est Michael Gage, le réalisateur, qui a fait un travail absolument formidable. D'ailleurs, je le salue. Salut Michael et bravo pour ce film qui a demandé énormément de travail. Donc il y a deux aspects. Il y a l'archive et ces images qu'on voit là. Le mélange entre la fiction et l'archive, avec des archives parfois inédites. Et ça, pour moi, c'est totalement inédit en France parce que ce type d'équilibre n'existe pas. C'est-à-dire que souvent, il y a des documentaires qui utilisent ce qu'on appelle la reconstitution, de la suggestion, vous voyez, mais jamais on rejoue des scènes comme si on était dans un film. Là, on est à 50-50 quasiment, 60% archives, 40% reconstitution. Donc ça, c'est tout à fait inédit et ça permet aussi de rentrer dans des univers qu'on n'a jamais vus à la télévision. Vous voyez, à un moment, on se retrouve dans le bunker secret de Churchill, là où a été décidée l'opération Fortitude, l'opération d'intoxication à destination des Allemands. Et on voit en fait que ça s'est fait, on imagine que ça s'est fait avec des tonnes de militaires, etc. On voit que ça s'est fait comme ça. Dans un petit bureau comme ça, ils étaient 4, ils ont décidé, ils mettaient des idées sur la table, et si on utilisait des chars gonflables, et si on débarquait là, et si on faisait ci, et si on faisait ça. Voilà. Et donc là, on est au cœur de ce huis clos, si vous voulez. Et c'est des choses qu'on n'a jamais vues à la télévision. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième, c'est effectivement qu'on raconte tout l'avant-débarquement. À partir de 1943, cette réunion qui a eu à Téhéran entre les grands de ce monde qui ont décidé de lancer une opération militaire qui arrivera à terme le 6 juin 1944, entre les deux, il s'est passé plein de choses. Et on a souvent, c'est vrai, le récit d'une marche héroïque sans incident, où tout a roulé, voilà, tout a été parfaitement organisé, parfaitement orchestré, etc. Et la vérité, c'est que c'est pas du tout ça. Il y a eu des dissensions terribles dans l'état-major des Alliés, entre Eisenhower, entre Churchill, entre Roosevelt, entre De Gaulle, qui n'a pas été informé, qui a été informé au dernier moment. On a décidé de débarquer en Normandie. Certains voulaient aller dans le Pas-de-Calais. Il a fallu inventer cette fausse armée avec le général Patton. Voilà, donc on raconte aussi les hésitations, les rebonds, les tergiversations de cette grande opération militaire qui restera, c'est vrai, dans l'histoire comme la plus grande jamais organisée. Et la plus vaste, évidemment. Il y a aussi une grande nouveauté là-dedans, c'est que vous racontez le récit dans les lieux, effectivement. On vous voit sur la plage d'Oulgat, je crois, c'est ça, la plage sur laquelle, de Dieppe, là où vous êtes au début. Et vous êtes également, vous interagissez avec les personnages. C'est-à-dire, on vous voit avancer sur la plage, la caméra se tourne, on voit les comédiens qui incarnent les soldats qui débarquent.
et vous êtes au milieu du champ de bataille. Ça, c'était une volonté de raconter l'histoire dans les lieux même et de revivre cette reconstitution à 100%. Ce qu'on avait envie de faire, c'est que je sois vraiment un passeur dans ce film et que je puisse faire le lien entre le passé et le présent. Vous savez, quand on va sur ces plages, j'imagine que vous avez fait ce chemin là, qui est un chemin mémoriel important aussi. C'est important de le dire aux jeunes générations. C'est aussi pour ça que tout à l'heure on parlait des 75 ans du débarquement avec tous ces événements qui arrivent et ces commémorations. C'est important aussi de relayer ce souvenir et ce devoir de mémoire. Donc quand on va sur ces plages du débarquement, que ce soit Dieppe, avec ce débarquement assez méconnu en 1942, qui est un échec total. Il y a 6000 hommes qui arrivent d'outre-Manche, qui pensent tenter une offensive contre les défenses allemandes. Ils sont massacrés. Beaucoup sont capturés, certains arrivent à repartir, mais c'est un fiasco total. Quand on va sur ces plages-là, on est véritablement, enfin en tout cas moi c'est mon cas, happé par le vertige de l'histoire. Et c'est le cas à Omaha Beach, c'est le cas à Utah Beach, c'est le cas à Juno Beach, quand on va sur les grandes plages du débarquement. Voilà. On est happé par vraiment le vertige de l'histoire, de se dire qu'ici, il y a 75 ans, il y a des hommes, des dizaines de milliers d'hommes qui ont perdu leur vie. On n'imagine pas ce que ça a été le débarquement. Avec les bruits, avec les mitraillettes, avec l'eau, c'était la tempête en mer. 5000 bateaux du jamais vu. Qui arrivaient, mais avec des équipements qui n'étaient pas du tout faits pour ça, dont on savait que les premiers qui débarquaient et qui descendaient des barges, c'était fini, c'était le sacrifice. Et d'ailleurs, Eisenhower et Churchill l'avaient anticipé, ils avaient estimé le nombre de pertes qu'il y aurait. Ce qu'on voit notamment dans Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg, qui est très bien fait là-dessus. Qui est hyper bien fait. Il y a la dimension humaine qu'on ne mesure pas toujours quand on parle du débarquement. Donc moi, c'était important que je sois aussi sur ces lieux d'histoire pour faire le pont entre le passé et le présent. Et de ce point de vue-là, le travail qui a été fait par le réalisateur et la boîte de prod Brainworks, que je salue aussi ce matin, parce que vraiment, ça a été un long travail, c'est absolument formidable. C'est des images assez exceptionnelles, y compris sur la lumière, le travail de l'étalonnage. C'est très cinématographique. Absolument. Damien, oui, on prend des questions déjà, il y a des curieux. Il y a des curieux, il y a des commentaires, il y a des questions sur la page Facebook sympa, de TV j'espère. Magazine. Il n'y a que des questions sympas, des commentaires sympas. Par exemple, Magali. Si vous avez une critique, envoyez-la, on attend depuis 2 ans. On l'attend, et on a jusqu'à fin juin. Mais on a encore espoir. Alors Magali adore l'émission Tout compte fait, qui est vraiment excellente selon elle. Et Florence a une question à vous poser concernant justement ce devoir de mémoire dont vous parliez tout à l'heure. Vous disiez que c'était important effectivement de transmettre ces valeurs-là aux jeunes, de transmettre cette histoire. Cette histoire-là, Et elle estime justement que la télévision a du mal à s'adresser aux jeunes, notamment lorsqu'il s'agit d'événements historiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat-là ? C'est vrai. C'est vrai que la télévision traditionnelle, les chaînes traditionnelles ont perdu une partie de la jeunesse dans leur public. On regarde vous savez, chaque matin, vous savez ça mieux que moi, mais chaque matin, on a les audiences télé. Et dans les audiences télé, il y a le nombre de téléspectateurs qui ont regardé un programme, mais il y a aussi la structure du public. Donc on voit qui a moins de 15 ans, plus de 60, qui est une femme, qui est un homme. On voit même les milieux socio-professionnels. Voilà, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'on a perdu une partie de la jeunesse. Donc comment est-ce qu'on ramène, d'une certaine manière, la jeunesse à des programmes comme ceux-là? D'ailleurs, d'abord, je pense qu'il y a... C'est une question de forme, il y a le travail qui est fait à l'éducation nationale, quand même. C'est le premier des lieux où on doit apprendre l'histoire. Il y a peut-être une question de forme, mais j'espère que des formats comme celui-ci... très nouvelle. Voilà, j'espère que des formats comme celui-ci permettront d'amener une partie de la jeunesse à nos programmes. Après, il y a un truc qu'on observe quand même vachement, qui est assez intéressant, c'est-à-dire que les programmes linéaires sur les chaînes traditionnelles à des horaires donnés, chez les jeunes, ça marche de moins en moins bien, mais des programmes comme ceux-là trouvent une deuxième vie en numérique et en replay. C'est très intéressant parce que, par exemple, vous évoquiez Tout compte fait. Sur Tout compte fait, on a du catch-up, c'est-à-dire du rattrapage chez un public plus jeune où on arrive à 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 vues parfois sur une émission. Donc il y a une deuxième vie qui est donnée aux émissions et qui, là, nous permet de toucher un public plus jeune. On parle du débarquement, ce sera jeudi 8h30, dès 8h30 sur France 2. Vous mobilisez toute la journée pour faire vivre aux téléspectateurs le 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Vous allez présenter évidemment cette édition pour la rédaction nationale. Quel type de dispositif, à quoi faut-il s'attendre? Beaucoup d'images, beaucoup de directs évidemment, j'imagine, avec tous les chefs d'État. Comment ça va se passer, Julien? Un savant équilibre entre les deux, c'est-à-dire le direct, parce que évidemment... ce sont des images qui resteront dans l'histoire. On se souvient d'Obama avec François Hollande il y a 5 ans. Cette année, ça sera Donald Trump pour les 60 ans. May pour sa dernière sortie quasiment, parce qu'elle démissionne à la fin de la semaine. Le lendemain. Elle vient le 6 juin, le lendemain, le 7 juin, elle sort de son gouvernement. Donc des images pour l'histoire, on suivra ça évidemment avec des moments très forts. Il y aura un moment de recueillement à Bayeux, qui a été la première ville libérée avec l'arrivée de Gaulle. Là, le président Macron rencontrera des vétérans. Il y aura le cimetière militaire Colville avec Donald Trump. Rendez-vous compte. Le cimetière américain, J'ai dit
Oui, le cimetière américain de Colville, oui, je c'est pensais ça. m'être Oui, trompé, pardon. Non, le cimetière américain de Colville, voilà, avec Donald Trump, les Américains sont venus avec plus de 5000 soldats, militaires, représentants du Sénat américain, etc. Donc ça va être quand même un truc sacrément important, avec des images pour l'histoire, mais aussi, comme on aime le faire à France 2, de l'éditorial. C'est-à-dire qu'on va se pencher sur des pages d'histoire de ce débarquement. Donc on a, nous, fait plusieurs choix. On a décidé de donner la parole aux vétérans. C'est sans doute la dernière fois qu'il y aura un certain nombre de vétérans qui seront présents sur place pour raconter la force des témoignages. Je les ai écoutés là, en fin de semaine les dernière. gens qui ont 94, 95, 96 ans. La force des témoignages de ces jeunes Américains qui avaient, tenez-vous bien, 18 ans, 17 ans, 19 ans, et qui sont arrivés pour libérer un pays dont ils n'avaient jamais entendu parler. Ils ne connaissaient pas la France. Et ils arrivent sur ce pays avec le drame que l'on sait et les gestes, pour le coup, héroïques que certains ont eus. Voilà. Donc on a décidé de mettre l'accent sur ces vétérans. Donc beaucoup d'éditorial, les envoyés spéciaux de la rédac, un plateau délocalisé sur la page de Utah Beach, des invités exceptionnels. Après, vous connaissez les spéciales de France 2, ça va être assez formidable à regarder. Et je vous invite à, dès que vous rentrez chez vous, jeter un œil parce qu'on commence effectivement aux alentours de 8h et on va finir à 18h. À 18h, c'est toute la journée. C'est toujours évidemment la guerre avec TF1, notamment sur ces dispositifs-là. Parfois ils sont devant vous, parfois vous êtes devant eux. Aux mots. Non, bien sûr, on fait attention. C'est la bataille. La guerre, la bataille d'audience. Mais parfois vous êtes devant, parfois ils vous devancent sur ce type d'événement. Hein. Je parle du 14 juillet, de mariage princier, de ce genre d'événement. Vous regardez ça absolument. Est-ce que ça fait partie de la chaîne de dire il faut qu'on batte TF1 sur ce genre d'événement? Parce que eux, c'est leur cas. Hein. Il faut qu'ils vous battent. Ah oui. Ça, je vous le dis. Absolument. Écoutez, peut-être c'est leur cas parce qu'ils en font moins. Oui. Parce qu'on reste quand même, pardon de le dire, mais il faut rappeler des fondamentaux. Et ça, personne ne pourra dire l'inverse. On reste la chaîne de l'événement. C'est-à-dire que, pas rentrer dans les détails économiques de nos concurrents, mais TF1 a des obligations financières que nous n'avons pas, ou en tout cas moins. Et nous, on est présents sur toutes les spéciales. L'hommage aux 2 soldats, la panthéonisation de Simone Veil, l'hommage à Beltrame, alors Johnny Hallyday, des choses comme ça. Oui, la concurrence fait aussi, mais nous, on est présents vraiment sur tous les événements qui font l'histoire ou qui sont des événements à tonalité nationale. Donc, oui, parfois c'est la bataille, parfois on est devant, parfois ils sont devant. J'ai tendance à dire que sur les événements historiques, quand même, il y a une prime à France 2, parce que c'est la chaîne de l'histoire, c'est la chaîne de la pédagogie, c'est la chaîne du savoir. Donc il y a quand même une prime à France 2. Donc on verra sur le débarquement, mais j'ai bon espoir. Damien. Frédéric, une autre question, il reste 1 minute 30. Alors Frédéric, qui est professeur d'histoire en collège, j'aimerais beaucoup que vous veniez parler d'histoire dans sa classe de 3e. Voilà, donc si un jour vous passez dans le coin, dites-nous où vous êtes Frédéric, on ne sait même pas où vous habitez, donc n'hésitez pas, on transmettra. Et Christophe, qui est avec nous aussi sur la page Facebook de TV Magazine, a une question qui n'a rien à voir avec le débarquement. Il souhaite savoir si, comme Marc-Olivier Fogiel, qui va être directeur général, enfin pas directeur général, mais qui va être directeur de la rédaction de BFM TV, vous aimeriez vous aussi occuper le poste de cadre dans une rédaction? Vous aimeriez diriger une rédaction un jour, c'est-à-dire être de l'autre côté, quoi, en fait. Hein, mais j'en ai aucune idée. C'est diriger une chaîne. C'est une question intéressante, mais je me suis jamais projeté. Voilà, mais on n'a pas tout à fait le même âge avec. Je sais qu'il fait très jeune, moi plus vieux, mais on n'a pas tout à fait le même âge, donc j'ai le temps d'y réfléchir, c'est promis. On reviendra alors. Un petit peu de temps. Il y a quelques jours, quelques semaines, vous étiez rendu au Mali. Vous avez tourné une série de reportages assez incroyables auprès des troupes françaises. Vous étiez là-bas au moment de la prise d'otage à la frontière du Mali et du Bénin, avec hélas la mort de ces 2 militaires français. C'est des images qui seront diffusées le 14 juillet. On se projette un petit peu plus dans un mois pour la commémoration de la journée nationale. On reste dans l'histoire. Ouais. Voilà, absolument. Dans quel but avez-vous fait ce reportage? C'est encore une fois pour l'éditorial du jour J du 14 juillet. Cette année, on a envie de mettre, je ne vais pas tout dévoiler, parce non, mais dites-nous. Il ne s'agit pas de le dire, mais cette année, on avait envie de mettre l'accent sur les héros. Voilà. Donc les héros, c'est aussi les héros de l'ombre, les forces spéciales notamment. Les forces spéciales, mais aussi les héros, les militaires du rang, hein, c'est-à-dire les militaires de troupes qui sont déployés en OPEX, en opération extérieure. Et le Mali est aujourd'hui, pour la France, la principale opération extérieure. Donc on avait envie de les mettre à l'honneur, de les accompagner et de montrer la multiplicité des actions qu'ils mènent sur place, mais aussi avec des profils très différents. Vous verrez, et vous aurez l'occasion de découvrir ce reportage au moment du 14 juillet sur France 2, mais on a suivi aussi la cuisinière en chef
de la base de Gao, qui est donc au centre Mali, et qui a pour rôle chaque jour de nourrir 2500 personnes matin, midi et soir. Wow. Et on sait que l'alimentation, quand on fait la guerre, c'est le nerf de la guerre, c'est le cas de le dire, c'est hyper important. Donc elle a une responsabilité énorme et c'est un peu une facette de cette opération qu'on montre jamais. Donc elle ne fait pas toute seule Non, elle n'est pas toute seule, je vous rassure. Pour 2500 personnes, mais c'est elle qu'on a la responsabilité. Oui, voilà. bien Donc sûr, absolument. c'est tout ça qu'on avait envie de montrer et j'avais envie, à titre personnel, d'aller sur le terrain parce que j'avais envie de faire ces rencontres. Et je trouve que quand on traite de ces sujets-là, il n'y a rien de plus fort que l'expérience du terrain. Aller voir les regards, sentir, parler avec les uns et les autres. Et quand je vais présenter mon 14 juillet, j'aurai tous ces sourires et tous ces visages aussi en tête. Ça, ce sera évidemment le 14 juillet sur France 2. Vous prenez les rênes du JT juste après, vous remplacez Anne-Sophie Lapix à cette même période-là. À partir du 15 juillet, parce qu'elle part en vacances. Toujours heureux dans votre job de joker? Bah oui, c'est ma parenthèse de l'été, même si voilà, c'est une parenthèse studieuse, mais c'est ma parenthèse de l'été. C'est un moment particulier où on a le temps de s'installer aussi dans le fauteuil du 20h, qui arrive après une séquence assez chargée, vous en avez parlé, donc le 6 juin. Vous prenez quand des vacances, Julien? À la rentrée, c'est ça? J'essaye de les prendre en décalé, mais je vais vous faire une confidence, ça commence à me poser quelques problèmes personnels. C'est ça, dans votre famille, j'ai compris. Donc, il va falloir que je réfléchisse à la suite. Trouver des moments pour les vacances. Damien, on dit au revoir à quelques internautes. On a dépassé le temps additionnel. On dit au revoir à Florence, on dit au revoir à Samy, on dit au revoir à Christophe et à Frédéric qui habite à Reims. Elle nous le dit, voilà, elle est dans un collège à Reims. Très bien. Si vous passez là-bas. Comme vous alors. 45 minutes de TGV, très belle ville. N'hésitez pas à passer. Merci beaucoup en tout cas, Julien. Je rappelle évidemment qu'on vous retrouvera dès demain, 21h sur France 2. Ne ratez pas l'histoire secrète du débarquement. Nouveau format, nouveau concept, nouvelle forme. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur le débarquement. Et le D-Day, ce sera jeudi à partir de 8h30. Absolument. On continue jusqu'à 18h toute la journée sur France 2. Damien, on sera là dès demain. Avec une journaliste, une animatrice, une productrice. C'est une femme qui a officié sur LCI pendant quelques années. Aujourd'hui, elle officie plutôt dans le rôle de productrice, notamment l'émission Au Tableau sur C8. Elle viendra nous présenter un documentaire qui s'appelle Rencontre avec mon agresseur. Elle s'appelle Mélissa Torio. Voilà, vous êtes bien au courant de tout ça. Effectivement, elle viendra nous parler de ce documentaire assez dur à regarder, c'est vrai, mais ô combien poignant. Et vous pourrez lui poser évidemment. On sera ravis de la revoir parce que Mélissa se fait rare maintenant en interview et en image. Donc elle sera là dès demain. N'oubliez pas vos questions et toutes vos suggestions à 10h30. Excellente journée à toutes et à tous.